Voilà, bonsoir, ravi de vous retrouver. Ça fait 2 mois que nous n'avons pas tenu de conseil municipal. Donc même si nous nous sommes vus de nombreuses fois dans des réunions de travail notamment, je suis heureux de vous retrouver autour de cette table. Voilà, on va commencer comme à l'accoutumée par la lecture de l'ordre du jour de la session précédente, à savoir le mardi 29 juin 2021 à 20h. L'ordre du jour était le suivant. Avenant auprès du Crédit Mutuel sur budget annexe VVF Village. Avenant au prêt Crédit Agricole sur budget annexe Camping. Décision modificative numéro 1 budget commune. Décision modificative numéro 1 budget assainissement. Amortissement sur budget camping et assainissement. Modification du plan de financement pour aménagement des abords de la maison du gouverneur. Tarif buvette piscine 2021. Approbation du rapport de la SPL de l'Office de tourisme communautaire. Adhésion à l'association Les Incorruptibles. Création d'un poste non permanent pour contrat de projet VTA. Proposition d'un audit pour l'organisation des services administratifs. Et enfin, proposition d'acquisition d'une parcelle. Voilà donc pour ce qui est de l'ordre du jour. Et on va faire passer la signature de cette séance, donc de la précédente réunion. C'est Virginie? Non, c'est Virginie. Ah, je signe deux fois. Oui, c'est ça. Voilà, donc j'ouvre cette séance du conseil municipal du 13 septembre 2021. Nous sommes 12 présents, puisqu'il y a 2 procurations, celle de M. Alain Andrieux qui m'a donné procuration à moi, et celle de M. Fabrice Guibal qui a donné procuration à Pierre-Jean Bartheil. Qui peut faire secrétaire de cette séance? Qui veut bien le faire? Pierre-Jean? Très bien, merci. Donc je vous donne lecture de l'ordre du jour. Il est chargé puisque, comme je l'ai dit, nous avons passé 2 mois sans faire de conseil municipal, donc les sujets se sont accumulés. Le premier point concerne les finances et budget. Alors, amortissement, travaux SIEDA sur budget commune. Ensuite, décision modificative numéro 2, budget commune. Définition prix de vente du camion Ben. Création d'une avance de trésorerie au budget camping. Régularisation d'une dégradation sur salle communale. Concernant la gouvernance, délégation consentie au maire pour rester en justice et défendre la commune auprès des juridictions. Sur le plan scolaire, projet alimentaire territorial pour matériel cuisine de la cantine scolaire.
et convention Pass Relance École numérique. Concernant énergie et environnement, titre d'occupation Enercoa pour la salle Omnisport. Nomination de garant commune pour affouage. Restauration collective, création d'un tarif pour employés communaux. Ressources humaines, renouvellement de 2 postes à l'école. Urbanisme, lancement d'enquêtes publiques pour régularisation sur chemins ruraux et échange de chemins avec un administré. Patrimoine communal, création d'un bail d'une salle à l'ancienne école privée et définition de loyer. Décision d'intention d'aliéner de biens soumis au droit de préemption urbain. Et enfin, dénomination base de pleine nature du Païsérou et la place salle des fêtes. Voilà, donc on commence par le premier point concernant l'amortissement des travaux SIEDA sur budget commune que nous présente Suzanne, s'il te plaît. Oui. Alors, c'est le trésorier payeur qui nous demande donc d'amortir une somme qui a été dépensée sur des travaux qui ont été réalisés par le SIEDA, des travaux de rénovation d'éclairage public. Donc, la somme était de 9 731,80 €. Et donc, il nous demande de l'amortir, c'est-à-dire on va vous proposer sur 10 ans, si vous en êtes d'accord. Et donc, cette somme amortie sur 10 ans fera tous les ans une dépense de fonctionnement de 973,18 € et une recette d'investissement de la même somme. Voilà, donc... Voilà, c'est des travaux qui ont été réalisés. C'est des travaux qui ont été faits et payés. Donc, qui est pour définir ce tableau d'amortissement? Je vous remercie. Le deuxième point concerne les décisions modificatives numéro 2 sur le budget communal, toujours Suzanne. Alors voilà, c'est toujours pareil, c'est le trésorier payeur qui nous demande d'équilibrer un budget. C'est-à-dire que lors du vote du budget, il avait été ouvert 45 000 € de crédit au chapitre 204, je suis obligée de vous dire ça. Et donc, mais il y a eu à régler des frais au conseil départemental pour participer à l'aménagement de la route départementale 39. Et cette participation s'élève à 1 300 €. Donc, on est obligé de faire un virement de crédit en section d'investissement du compte d'origine du chapitre 204 à l'opération 257 pour 1 300 €. Donc, on les enlève de ce compte pour la destination d'un compte pareil, 204, à subvention d'équipement, mais hors opération. Donc, voilà, c'est simplement un changement. Il n'y a pas de somme dépensée en plus. Hein. Simplement, d'un côté c'est moins 1300 et de l'autre côté c'est plus 1300. Voilà. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, qui approuve ce changement d'affectation? Je vous remercie. Charles va nous parler de la définition de prix de vente de camion Ben. Camion Ben, oui. Donc comme vous le savez, on a acheté un camion neuf pour le personnel de la mairie. Ce camion qui doit être livré normalement fin septembre, début octobre, mais je me méfie quand même. Entre-temps, le vieux camion, il est tombé en panne, vraiment en panne. Donc pour pouvoir travailler, on en a loué un. C'est Valvert à la Guépi qui nous a loué le camion. Et en contrepartie, il a racheté le camion qui ne fonctionnait plus. Voilà. Et ce camion lui a été vendu pour 1 900 €. Ce qui correspond à peu près au montant de la location de notre camion. Voilà, sachant que Iveco nous reprenait ce vieux camion à 1 500 €. Voilà, donc je pensais qu'on y trouvait dans notre compte. Voilà, donc on vous demande donc de bien vouloir voter là-dessus. La délibération que nous avons à prendre consiste à définir pour les besoins de la comptabilité, à définir le prix de vente, à 1 900 €, c'est ça? 1 900 €, voilà. D'accord.
Donc, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, qui est pour cette somme? Je m'abstiens. Tu t'abstiens? D'accord. Création d'une avance de trésorerie au budget camping. Suzanne, à nouveau. Oh oui. Merci. Donc, vous savez très bien que dans les budgets annexes, il faut équilibrer les budgets. Et donc, pour le camping, on a prévu donc des travaux. Et pour le moment, étant donné que la GAC nous verse des loyers, effectivement, mais en fin d'année, et pour qu'on ne se retrouve pas coincé, donc on demande éventuellement de voter, même si peut-être on n'en aura pas besoin, mais au cas où, on demande 40 000 euros pour qu'on puisse, puisqu'il faut le délibérer à l'avance, pour qu'on puisse prévoir, si on fait des travaux, qu'on puisse les payer. Voilà, c'est tout. Et si on n'en a pas besoin, ben on ne les empruntera pas. Mais c'est en attendant d'avoir. Et pareil pour le plan relance, donc on a déposé des dossiers à la région, mais les subventions, souvent n'arrivent pas, elles arrivent qu'une fois que les travaux sont faits, qu'on a envoyé les factures et qu'on a payé. Donc c'est uniquement pour ça. Voilà. Et alors on préfère ne pas être juste, on vous fait voter 40 000 euros, mais peut-être qu'on n'en aura pas besoin si les travaux qu'on a prévus sont un petit peu plus tard ou autre, mais au cas où, voilà, qu'on ne soit pas coincé pour payer les entreprises. Voilà, alors si vous allez être d'accord. S'il n'y a pas de questions, je mets au vote cette proposition. Qui est pour? Je vous remercie. Régularisation d'une dégradation pour salle communale. Alors, c'est un point que je ne souhaitais pas passer en conseil municipal, mais le trésorier payeur nous demande une délibération pour délivrer un titre de recette. Donc je vais aborder le sujet, mais sans citer ni nommer qui que ce soit, puisqu'il s'agit de mineurs. Je vous explique. Au lendemain du premier de l'an, nous avons constaté des dégradations dans les vestiaires et dans une salle à Pêche-Moutonnier. Alors, ne pouvant trouver par nous-mêmes les auteurs de ces actes, j'ai porté plainte auprès de la gendarmerie qui, après plusieurs semaines d'enquête, ont retrouvé les protagonistes, ou tout au moins un des responsables. Alors, afin justement de le responsabiliser, il a été convenu qu'il participe aux frais de réparation du préjudice causé à la collectivité. Et le montant de cette participation doit être approuvé aujourd'hui en conseil municipal. Alors, il s'agit juste du remplacement d'une porte et de quelques carrelages. Après, on a pris sur nous le nettoyage des locaux, etc. Et qui se monte à un montant de 180 euros. Donc, je vous invite aujourd'hui à valider cette décision et de fixer cette participation financière à hauteur de 180 euros. Je précise que le service comptable émettra un titre de recette au compte 7788 qui s'appelle recette exceptionnelle afin que l'intéressé puisse s'acquitter de sa dette. Voilà, c'était la démarche qu'il fallait faire. Mais nous tenions à ce que, ayant été identifié, qu'il puisse réparer auprès de la collectivité ses méfaits. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Sinon, qui est d'accord pour ce titre de recette à hauteur de 180 euros? J'ai une question. Du coup, qu'est-ce qui va en acquitter cette personne? Enfin, qu'est-ce qu'il en suit? Non, il ne s'ensuit pas grand-chose que aujourd'hui, là, tant que nous n'avions pas délibéré sur ce titre de recette et sur la somme, nous ne pouvions pas faire payer cette somme
à ce jeune qui est d'accord pour la payer. Hein. Payer la somme ou réparer ses erreurs? Non, on va lui faire payer la somme, oui. Oui. Moi, je fais travailler 2 jours. Qui travaillent à hauteur de 180 € et qui comprennent ce que ça fait. Oui, c'était une possibilité aussi, mais bon, c'est un mineur, ça nous a paru difficile, sachant que je pense qu'il aurait fallu l'encadrer pendant 2 jours. Et voilà, bon, après, c'est peut-être notre décision est contestable, mais nous tenions à ne pas laisser les choses en l'état. Voilà. Le point suivant concerne la délégation consentie au maire pour rester en justice et défendre la commune auprès des juridictions. Voilà, lors du premier conseil municipal de notre mandature, le 4 juillet 2020, nous n'avons pas été jugés utiles à ce moment-là de décider quel niveau de délégation le Conseil devait consentir au maire en matière de saisine des tribunaux et de défense des intérêts de la commune. Nous avions dit que nous verrions en fonction des situations se présentant. Voilà. Aujourd'hui, nous y sommes. Nous avons besoin de prendre une délibération car une habitante me poursuit le maire devant le tribunal administratif pour me faire retirer une décision d'urbanisme favorable concernant une déclaration, une DP, une déclaration préalable de travaux. Alors, je ne veux pas m'étendre là-dessus, ce n'est pas l'objet, mais moi je vous dirais que je suis tout à fait à l'aise dans ce dossier, parce que quand je signe un arrêté de non-opposition à une déclaration préalable, c'est après la double expertise, à la fois de l'architecte des bâtiments de France, puisque là c'est dans le village, et du service instructeur de Villefranche qui, eux, étudient nos dossiers sur le plan de l'urbanisme, la concordance avec le PLU et tout, et qui, eux, sont les véritables experts en la matière. Donc, à partir du moment où ils me disent oui, j'estime que c'est eux qui ont les compétences pour me dire vas-y, tu peux signer, et je signe sans sourciller. Donc, on verra bien. Mais donc, pour revenir à notre délibération, je demande aujourd'hui au Conseil de me déléguer pour toute la durée de la mandature, parce que je propose qu'on ne le fasse pas à chaque fois. Alors, la possibilité d'intenter au nom de la commune les actions en justice, la capacité de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. Et ces conditions, je vous les propose ainsi. Donc, intenter au nom de la commune les actions en justice, défendre la commune dans les actions intentées contre elle, devant toutes les juridictions, ordre administratif, judiciaire ou spécialisé, en première instance appel ou cassation, en constitution de partie civile, et pour tout recours sur lesquels la commune peut être amenée à intervenir en justice. De transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €, et enfin, de désigner un ou plusieurs avocats pour défendre ses intérêts. Voilà, j'ai besoin de votre quitus aujourd'hui pour mener ces actions et défendre la commune. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, qui est favorable à cette proposition? Je vous remercie. Le prochain point concerne le scolaire, projet alimentaire territorial pour matériel cuisine de la cantine scolaire. Et c'est Laurence qui nous le présente. Donc c'est dans le cadre d'un appel à projet auquel a répondu Ouest Aveyron Communauté, la communauté de communes, dans le cadre du plan de relance qui est mis en place par l'État et conjointement avec la région Occitanie, et qui vise à soutenir le développement des PAT, donc des projets alimentaires territoriaux,
Dans le cadre de cet appel à projet, il y a une possibilité d'achat de matériel pour les cantines scolaires avec une subvention à hauteur de 40% sur le montant hors taxe des équipements achetés. Il s'agit d'accompagner les efforts faits pour diversifier l'alimentation dans les cantines et pour augmenter notamment la part de produits locaux qui est utilisée et faciliter leur transformation. Il se trouve qu'à la cantine de Najac, c'est aussi un moyen d'équiper la cantine qui fait face à une hausse des effectifs depuis quelques années. Et c'est vrai que la cantinière fait avec du matériel qui n'est pas du matériel professionnel ni même semi-professionnel et que très peu d'investissements avaient été faits. Donc il s'agit d'équiper en robots qui permettraient la transformation de produits plus facilement, de légumes notamment, mais aussi faire des viandes hachées, voilà, faciliter la transformation des produits par des robots ménagers type mixeur, robot coupe, voilà. Donc ici, il s'agit de délibérer sur la convention et donc de donner pouvoir au maire pour s'inscrire en tant que partenaire du PAT de Ouest Aveyron Communauté pour l'appel à projet France Relance et de donner pouvoir au maire pour déposer une demande de subvention en réponse à cet appel à projet et d'approuver donc la mise en œuvre des actions inscrites dans cette candidature. Voilà. À ce stade, il s'agit donc de permettre au maire de signer la convention de partenariat avec Ouest Aveyron Communauté pour qu'on puisse déposer ensuite une demande de subvention pour de l'équipement. Voilà. Si vous avez des questions. Le montant prévu des achats. En fait, on a une subvention à hauteur de 40% de l'équipement, 40% hors taxe, du montant total. Ce montant total auquel on a droit, c'est en fonction de certains critères qui définissent la commune. Pour Najac, ça peut aller à hauteur de 7 000 € pris en charge, sachant qu'on n'ira absolument pas jusqu'à ce montant-là. Donc, il s'agit d'acheter 3-4 robots. Maïté a vu quels étaient les besoins, une table où il y a les plats intégrés là, de cantine, quoi, de restauration collective, qui garde les plats au chaud, etc. Voilà. Donc on n'ira pas jusqu'au montant auquel on a besoin de toute façon. Mais ça, les équipements vont être définis et revus avec aussi l'accompagnement de Ouest Aveyron Communauté pour répondre aux besoins des différentes cantines. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, qui est pour la proposition présentée par Laurence? Je vous remercie, ça va nous aider pour nous équiper de matériel nouveau. Laurence, toujours, tu nous présentes la convention de passerelle école numérique? Alors cette fois, il s'agit toujours d'un appel à projet dans le cadre du plan de relance mené par l'État. C'est un appel à projet qui concerne donc l'école numérique. Ça s'appelle appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. Et donc c'est en concertation avec l'équipe enseignante et la directrice Madame Cousseau qu'on a répondu à cet appel à projet afin d'équiper l'école en ordinateur et tablette pour les enfants, en imprimante, scanner, couleur, etc. Les équipements, ordinateurs, imprimantes et autres pour les besoins de l'école. Donc cet appel à projet comprend en fait 2 volets. Le principal, c'est donc le volet équipement avec 70% de subventions possibles sur les équipements. Et aussi un volet ressources numériques, donc qui consistera en la mise en place de ce qu'on appelle les ENT, environnement numérique de travail, financé cette fois à hauteur de 50% de subventions, puisque la mise en place d'un ENT a un coût, il faut payer l'accès à la plateforme, etc. Donc c'est à charge de la municipalité, de la commune.
Et donc voilà, il s'agit donc de délibérer pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Et donc le conseil, je vous propose de délibérer pour accepter les termes de cette convention, autoriser le maire à la signer au nom de la commune, valider les montants. Donc les montants en fait qui ont été validés, c'est donc pour l'équipement on a droit à 7 144 € TTC, c'est en TTC là cette fois, avec 70% pris en charge, 70% de subvention, donc ce qui fait 4 968,80 € sur le volet en tout, pardon, avec une partie sur le volet équipement, une partie donc sur le volet services et ressources numériques. Voilà. Si vous avez des questions. Il y a des questions. Donc on passe au vote. Qui est pour la proposition présentée par Laurence de convention? Je vous remercie. Le prochain point concerne le titre d'occupation INERCOA pour la salle omnisport. Alors, vous savez que nous avons pour projet d'installer une centrale photovoltaïque sur la toiture de la salle omnisport. Cela se fera dans le courant de l'année prochaine, puisque la toiture, on en a déjà parlé ici, ne sera réparée que dans le courant du mois de janvier et février 2022. Et jusqu'ici, nous avons interdiction d'utiliser cette salle et de faire rentrer quiconque. L'objectif est de contribuer à réduire la dépendance énergétique et, comme le projette notre communauté de communes, contribuer à devenir un territoire à énergie positive à l'horizon au-delà de 2050, c'est-à-dire produire plus d'énergie que nous n'en consommons. Il y a beaucoup de travail à faire, mais ça commence notamment aujourd'hui. Alors, nous aurions pu prendre en charge ces travaux d'installation photovoltaïque au niveau de la commune et en supporter le coût, mais nous vous proposons plutôt de louer la toiture à un opérateur qui en financera l'installation, assurera l'entretien, la maintenance, etc. Et ainsi, les quelques 90 000 € nécessaires pour ce projet seront bien utilisés ailleurs et ne grèveront pas le budget communal. Donc, avant l'été, nous avions reçu une manifestation d'intérêt spontané de la part de la société coopérative INERCOA. Et nous avons lancé, pour être dans les normes au niveau des marchés, nous avions lancé un appel à manifestation d'intérêt pour voir si d'autres opérateurs pouvaient être intéressés. Et nous n'avons pas eu d'autres propositions, donc nous proposons de retenir la société INERCOA. Vous connaissez la SCIC, la Société coopérative d'intérêt collectif INERCOA, qui a pour objet de développer les énergies renouvelables pour répondre aux besoins énergétiques de notre territoire, limiter les consommations, valoriser les énergies locales, accompagner les publics en situation de précarité énergétique. Donc, pour ce faire, INERCOA a mobilisé les acteurs du territoire. Nous connaissons bien cette société coopérative puisque nous sommes nous-mêmes coopérateurs, nous avons décidé ici. Et le projet que nous vous proposons aujourd'hui consiste à donc, j'allais dire, louer la toiture pour confier à INERCOA l'installation d'une centrale photovoltaïque de quelques 100 kW crête. Le montant de la redevance est de 10 € le kilowatt indexé sur la puissance de l'installation et pour une durée de 25 ans. Voilà. Cette somme, ceci permet
comme je l'ai dit à la commune, d'économiser le montant global, le coût global de l'installation et nous recentrer sur d'autres projets, et permet aussi à Enercoa de se développer et de s'affirmer comme un important acteur local de la transition énergétique. Voilà, donc nous proposons de valider cette opération. Pierre-Jean ? Oui, en fait, moi, je ne pourrais pas voter puisque j'ai des parts à Enercoa à titre personnel. D'accord. J'aurais une question, Gilbert. Oui. Claude. Au terme de cette période, qu'est-ce qui va devenir de ces panneaux? De toute façon, les panneaux, d'après, je rapporte les propos d'Enercoa, ils sont recyclés à 90%. Donc, c'est vrai, il y a eu beaucoup de progrès là-dessus. Oui, parce que là, pendant une certaine période, donc, ils sont pas à nous, mais après, je pense qu'on va devenir propriétaire, et ce sera à nous, après, à les enlever, les faire recycler, et repartir avec un autre contrat, sûrement. Le recyclage, j'ai pas le détail en tête, mais je pense que le recyclage des panneaux est prévu, j'ai pas la convention là, le recyclage des panneaux, on va voir sur le... Mais au-delà des 25 ans, ils peuvent continuer à produire. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus performants. Oui, ça va au-delà de 30 ans. Ouais, mais il y aura bien un moment, après, ce sera en C'est fin sûr de qu'à vie. un moment, il fera les... Je pense que c'est pas Enercoa qui va le gérer, ça? Comment? C'est pas Enercoa qui le gérera? Moi, je pense que si. Logiquement, Parce qu'en fait, nous, on met qu'à disposition la toiture. C'est pas répondre... C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Pendant un certain temps. Et après, c'est qu'on les enlever. Je sais pas. C'est pour ça, il doit le confirmer. Il doit le que... confirmer. Mais si c'est logique, ça doit être ça. Non. Alors je vous lis l'article 15 qui dit « Devenir de l'équipement en fin de convention. Au plus tard 12 mois avant la date d'anniversaire de la clôture de la présente convention, la collectivité propriétaire et le bénéficiaire conviendront d'un commun accord de devenir de l'équipement. Le propriétaire pourra bénéficier gratuitement, symboliquement ou financièrement du transfert de la pleine propriété de l'équipement. Dans ce cas, l'état de l'installation, son potentiel de production et l'éventuel contexte tarifaire de vente et d'achat d'électricité ou les perspectives d'autoconsommation devront être considérés en accord avec le bénéficiaire. À compter de la cession, le bénéficiaire initial est dégagé de toute obligation de démontage et de toute obligation liée à la présente convention. Donc c'est bien à nous, de supporter effectivement le nettoyage d'eux. Mais le problème, c'est que tous les accords ou conventions sont comme ça. Voilà. C'est pour ça que je pose la question, parce qu'après, bon, là, on va en ressortir un certain loyer chaque année, mais après, ça va devenir à nous, et donc, il ne faut pas que le coût, ça va continuer à produire un petit peu, après, c'est sûr. Mais le jour de ce qu'il va falloir démonter, il ne faut pas que ça coûte plus cher que ce qu'on a gagné. Bon, je ne pense pas, mais bon, voilà. Non, il faut savoir que si on a produit pendant 25 à 30 ans l'équivalent de 100 kW crête, on va quand même avoir amené un bénéfice à la collectivité puisque tout le monde va en profiter aux alentours. C'est quand même le but. Après, c'est vrai que si on ne veut pas avoir à traiter la suite et comment on dit, la requalification des équipements, il ne faut rien faire, quoi. Non, d'accord, bon, je refais en parenthèse pour pas ce que j'ai dit. Et oui. Alors, Rémi. juste une question, qui c'est qui est responsable de l'entretien de ces panneaux solaires durant les 25 ans? C'est la mairie Enercoa qui s'occupe de tout. C'est Enercoa qui s'occupe de l'entretien. Il s'occupe de tout. Voilà. De l'entretien, du renouvellement s'il le faut pendant les 25 ans, durant le contrat. et de la maintenance. Ouais. C'est comme...
Donc, si j'ai bien compris, on est sur un loyer qui est basé sur la puissance installée, non pas sur la puissance, sur l'énergie fournie, c'est bien ça. Donc, ils installent 100 kg et on a 10 euros par kilo, c'est-à-dire 1000 euros annuels, c'est bien ça? Ok. Quelle que soit la production électrique. Si c'est 99 euros, on n'aura que kilo, on n'aura que 99 euros. Que 990 euros, pardon. Je pensais que d'après le contrat, c'était sur la puissance installée, non pas sur la puissance produite. Mais, comme j'ai dit, elle est intégrée elle est rapportée à la production réelle. Et deuxième question, si j'entends bien ta lecture de la fin de l'équipement, il semble que dans les 12 mois précédents, on peut choisir la dépose de l'équipement aux frais de l'installateur, c'est-à-dire aux frais d'Enercoa. Hein. C'est le commun accord. Oui, tout à fait. Si le propriétaire du toit, c'est-à-dire la commune, demande la désinstallation, je pense que c'est à Enercoa de payer. Enfin, si j'ai bien compris l'article que tu citais. Oui, à condition de recueillir le raccord, bien entendu. Ouais, c'est pas aussi clair. Au plus tard 12 mois avant la date anniversaire de clôture de la présente convention, la collectivité propriétaire et le bénéficiaire, donc nous et eux, conviendront d'un commun accord du devenir de l'équipement. C'est marqué aussi que si c'est à l'équilibre, on peut convenir aussi. Oui, après, il est indiqué aussi longtemps que le bénéficiaire peut prouver que la centrale est fonctionnaire et que son exploitation économique est à l'équilibre, le propriétaire supporte le coût du démontage de l'équipement. Cependant, sur le principe de ne pas détruire une installation dont l'exploitation économique est à l'équilibre. Voilà. Les deux parties, je répète, les deux parties s'accordent sur le principe de ne pas détruire une installation dont l'exploitation économique est à l'équilibre. Donc il va être fait un point un an auparavant, il va être fait un point de la situation de cet équipement et à partir de là, des décisions seront prises. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je mets au vote cette proposition de convention avec Enercoa. Qui est favorable? Qui s'abstient? Voilà. Je voudrais rajouter concernant Enercoa, qui est une société coopérative d'intérêt collectif, que nous avons besoin, Enercoa a besoin de participation citoyenne, c'est-à-dire d'investisseurs au niveau des différents habitants de la commune. Et moi, j'invite tous ceux qui le peuvent à prendre des parts à hauteur de 100 euros. C'est 100 euros la part. Hein, on peut en prendre une, on peut en prendre 10 ou comme on veut. Et je peux vous assurer que cette démarche nous aidera grandement à installer cette centrale photovoltaïque sur le toit de la Salon du Sport, puisque Enercoa a besoin de cette participation citoyenne pour fonctionner, tout simplement. Et j'ajouterai ce qui me paraît très intéressant, qu'à partir du moment où il y a 1 euro d'investissement, 1 euro de participation citoyenne, la région abonde également pour 1 euro, jusqu'à hauteur de 500 euros par contributeur. Donc c'est vraiment une bonne action et nous allons communiquer là-dessus, notamment dans le prochain, au travers ou avec le prochain Najagol, pour donner des informations à tous les Najacois. Le
le prochain point concerne la nomination de garant commune pour l'affouage. Et c'est Pierre-Jean qui nous le présente. Oui, alors je parle des affouages rapidement. Je ne sais pas si tout le monde connaît le terme. C'est une possibilité qu'offre le code forestier aux communes de mettre à disposition des bois communaux aux habitants. En l'occurrence, c'est l'ONF qui gère cette partie des bois. Et l'idée, c'est de nettoyer des parcelles qui sont à l'abandon. Alors là, principalement, on a ciblé une parcelle qui est dans le Bourgneau, où il y a du châtaignier qui est mort. Donc l'idée, c'est de nettoyer pour permettre que ça recèpe et que ça repousse. Parce que là, quand on regarde d'en face, on a l'impression que tout est mort. Donc voilà, ça c'est sur le principe de l'affouage. Donc c'est de vendre du bois à un prix attractif, parce qu'on décide de l'eau. En l'occurrence, il y aurait un petit hectare où on ferait peut-être une dizaine de lots, et avec un prix symbolique qui nous fera fixer, qu'on ne va pas fixer à ce conseil, il faudra qu'on en reparle, mais qui irait entre 5 et 10 euros du ster, parce que bon, il faut que ceux qui auront pris ces lots fassent le travail. Donc ça a un intérêt pour la commune, c'est de nettoyer une parcelle, sinon on serait à terme obligé de payer pour le faire. Ça fait partie du contrat qu'on a avec l'ONF. Donc le prix de vente n'est pas très important, l'idée c'est que le travail soit fait. Bon, et là, aujourd'hui, c'est juste, il faut désigner des garants pour que quand les lots seront décidés, ils auront la responsabilité de surveiller que les coupes se fassent correctement et que voilà, qu'il n'y ait pas de soucis. N'importe qui peut être garant, des élus ou des simples citoyens, sauf le maire, puisque si ça se passe mal, il peut porter plainte contre les garants pour porter les intérêts de la commune. Donc là, on propose comme garant Rachel Honner, Xavier Bonnet et moi-même. Voilà. Donc l'idée, c'est de savoir si vous êtes OK pour que nous soyons les garants qui auront des ennuis si le travail est mal fait, quoi. Voilà. Donc la délibération, c'est savoir si vous êtes d'accord pour ces 3 noms. Quelle est l'intervention de l'ONF après cette désignation de garant? L'ONF va délimiter la parcelle, marquer les arbres qu'il faut couper. Enfin, là, a priori, il faut presque tout couper, à part quelques chênes qui sont repartis. Voilà. Donc, lui, ils vont faire le travail sur le terrain de délimitation des lots, enfin de la parcelle d'abord, et puis des lots. Voilà, son travail sera celui-là. Voilà. Et il nous accompagne dans les conventions, dans les documents à signer. Voilà, parce qu'il faut faire attention, comme c'est du travail de bûcheronnage, en gros, il y a quand même une petite convention à signer pour que les gens soient au courant qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec les tarifs. Et deuxième question, est-ce que les professionnels du bûcheronnage peuvent se voir attribuer des lots? Non, non, c'est vraiment pour les habitants. Alors les habitants peuvent payer quelqu'un pour le faire, hein, par contre. Si une personne âgée a envie de boire mais qu'elle n'est pas en mesure de le faire, je dis une personne âgée, c'est une personne jeune qui peut venir. Mais voilà. Par contre, voilà, il ne peut pas y avoir de revente. C'est vraiment pour un usage privé. L'idée, c'était pour que les gens puissent se chauffer. Dans le code forestier, c'est pour se chauffer et cuisiner. Voilà. Okay. Bon, après, il y a des articles, hein, si ça vous amuse d'aller les lire, mais bon, je ne pense pas que ce soit facile. Merci. Oui. Le rôle, peut-être que tu l'as dit, mais le rôle précis des garants, c'est quoi? Ils sont en charge de surveiller le bon déroulement des coupes, quoi. Enfin, de l'affouage, que ce soit, voilà, que le travail soit fait, on ne coupe pas des arbres en dehors de la zone, qu'il y ait des dégâts faits à l'extérieur de la zone qui est délimitée.
Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets au voie la proposition faite par Pierre-Jean. Qui est favorable? Qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point concerne la création d'un tarif pour employés communaux. Nous avions une délibération qui avait été prise en 2018, qui s'applique toujours concernant le tarif des repas. Je rappelle que cette délibération avait précisé ce que nous ne souhaitons pas changer, les tarifs. Le prix du repas pour les élèves a un tarif de 2,70 €. Pour les élèves et pour les collégiens et lycéens compris aussi, si tant est qu'ils demandent à manger à la cantine. Avait défini le prix des repas à emporter pour les non-scolaires, lesquels doivent bien entendu au moins prévenir la veille. Donc ce prix de repas pour les non-scolaires, repas emportés à 6 €, et les prix des repas pour les non-scolaires pris sur place à 6,50 €, mais bien entendu en raison des consignes sanitaires et depuis l'avènement du Covid, aucun adulte ne prend plus ses repas à la cantine avec les enfants. Seuls les enfants profitent des repas. Donc il n'y a éventuellement que des repas à emporter pour ceux qui les demandent. Et nous avons une demande d'employés communaux d'avoir éventuellement de bénéficier d'un tarif spécifique. Donc ce que nous proposons, ce que je vous propose, c'est de fixer un tarif à 5 € pour les employés, pour les agents communaux. Ceci afin d'amener un plus pour notre personnel et leur permettre éventuellement d'éviter de faire des trajets pour revenir déjeuner à la maison. Je ne vous cache pas que nous n'avons pas beaucoup de demandes, ça peut peut-être évoluer, mais voilà, je propose qu'on fixe un tarif à 5 € donc pour les agents communaux. Puisque il faut que chaque tarif soit bien identifié pour après facturation auprès du TP. Voilà, est-ce que vous avez des questions particulières? Donc qui est pour cette proposition? Qui s'abstient? Pardon. Tu t'abstiens, Rémi? Non. Non, pardon. Ok, merci. Concernant les ressources du VEN, Laurence va nous parler du renouvellement de 2 postes à l'école. C'est Nicolas qui va le faire pour les détails. D'accord, excuse-moi. Bien avec joie. En fait, il s'agit... création, c'est le terme officiel, statutaire. Il s'agit plutôt d'un renouvellement donc des 2 postes qui ne sont pas permanents, 2 postes d'ATSEM qui ne sont pas permanents à l'école. Donc à raison de 3 heures par jour scolaire pour chacun de ces agents. Donc c'est pour l'année scolaire qui a déjà commencé, donc c'est une régularisation. À partir donc, du 30 août 2021 jusqu'au 9 juillet 2022 inclus. Donc pour une durée journalière, je vous l'ai dit, de 3 heures par période scolaire. L'indice brut de référence est le 354. Voilà, donc ça je l'ai dit, ce sont des postes d'ATSEM et d'aide des enseignants à l'école, dans le grade d'adjoint technique. Je pense que j'ai tout dit. Pour 2 personnes, le principe est que l'une intervienne le matin, l'autre l'après-midi. Voilà, c'est des personnes qui sont déjà identifiées depuis plusieurs années, voilà, pour ceux qui les connaissent. Donc s'il n'y a pas de questions, qui est pour ce renouvellement? Je vous remercie.
Le prochain point concerne le lancement d'enquêtes publiques pour la régularisation sur chemins ruraux. Alors, il existe et perdure dans notre commune toute une série d'anomalies concernant le plan cadastral. On en ferait un roman, je crois. Nous avons ici et là des demandes d'aliénation d'anciens chemins communaux jouxtant des parcelles pour appropriation par des particuliers, ou bien plus anormal, des voies communales, donc des routes goudronnées, qui passent et traversent depuis des dizaines d'années des parcelles privées et sur lesquelles nous avons bien entendu des demandes de régularisation. Alors, dès que ces voies ou chemins jouxtent ou desservent des parcelles de propriétaires différents, il est nécessaire de mener une enquête publique. L'enquête publique, c'est quoi? C'est une procédure réglementaire d'information, de consultation et de participation du public sur un projet, un plan ou un programme donné. Donc, le premier dossier consistera à l'examen de la voie communale. Vous avez la photocopie sur ce qui concerne le secteur de la Tourette. Donc, page 3. La voie communale qui a été créée il y a sûrement plus de 50 ans, je n'ai pas la date de création, et qui dessert le secteur de Puech-d'Ozou jusqu'à la Loubière, et qui en fait traverse 7 parcelles privées appartenant à 2 propriétaires différents. Alors, il faut savoir que sur ce dossier, le bornage et le projet de modification du plan cadastral est prêt. Ce dossier est bien avancé et il suffit de cette délibération pour que tout soit définitif et porté sur le cadastre. Et donc, je vous demande votre accord pour que tout soit rapidement réglé et qu'on en finisse avec ces situations anormales. En fait, la route là que vous voyez, donc de Puech-d'Ozou jusqu'à la Loubière, vous la voyez en rouge sur l'écran et vous devez la voir en noir au niveau des élus. C'est celle-là, elle existe depuis plus de 50 ans, vous la connaissez tous, et elle est toujours dans des propriétés privées. Donc il s'agit de faire le nécessaire sur le plan cadastral. Vous avez des questions là-dessus? Je ne sais pas si vous connaissez assez la commune pour visualiser le secteur. Nous avons à rentrer sur l'enquête publique un second dossier qui se situe au Fies. En fait, là, il s'agit d'intégrer un ancien chemin communal inutilisé, de l'intégrer dans des parcelles privées à la demande du propriétaire. Je précise que cet ancien chemin n'est pas utilisé depuis des années, je ne saurais vous donner la date, mais il est utilisé depuis que la route goudronnée pour aller au Fies existe, dans un cheminement différent, et qui elle est bien cadastrée. Enfin, on verra, pas tout en plus. Mais ce chemin, aujourd'hui, c'est plus qu'un immense taillis et un tas de pierres. Voilà. Un autre élément, nous nous sommes aperçus en parcourant le plan cadastral qu'une partie de la voie communale goudronnée qui va chez monsieur et madame Rigal, en fait vers la parcelle 154, mais la partie de voie qui passe sur la parcelle L170, qui est en vert sur l'écran et en noir, et sur un terrain privé qui lui appartient, et il y a lieu aussi là de régulariser.
Mais pour participer à ces régularisations, il faut que nous menions une enquête publique et je vous demande de vous prononcer sur le lancement de cette enquête publique de façon à ce que nous ne laissions pas les choses à l'état pendant X années supplémentaires. Voilà. Excusez-moi pour complexité de ce dossier. La présentation n'est pas évidente, mais nous avons effectivement à régulariser ces situations. Oui. Les propriétaires des parcelles ont été mis au courant de... Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est principalement à leur demande que c'est à leur demande que nous faisons ça. En plus, je suis tout à fait d'accord parce que ça me semble impensable de voir une route qui est tracée et utilisée depuis plus de 50 ans, qui passe encore, qui est dans cette situation. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes... qui est d'accord pour le lancement de l'enquête publique? Je vous remercie. Merci parce que nous sommes là dans une procédure qui a été faite il y a bien longtemps déjà. Alors je suis désolé, je n'en connais pas le coût pour la commune, mais à partir du moment où nous avons pris cette délibération, en fait il y a toute une procédure et nous allons demander au président du tribunal administratif de désigner un commissaire enquêteur. C'est comme ça que ça se passe et il y aura toute la procédure d'enquête. Voilà. Ensuite, j'ai un autre sujet à vous proposer. Et là, bon, il ne s'agit pas d'enquête publique puisqu'il s'agit du même propriétaire qui se situe à la Loubière, pardon. En fait, on demande l'aliénation d'un chemin public. En fait, M. Boguil a sur le cadastre un chemin public qui passe au milieu de son hangar. Et donc, en fait, en réalité, le vrai cheminement du chemin, depuis des années, sûrement depuis que le hangar est fait, passe sur la gauche à quelques mètres de là. Et donc, il faut que nous aliénons cette partie de chemin qui passe dans le hangar. Et en même temps, M. Boguil demande que entre les parcelles 624 et 85, qui se situe entre ces bâtiments, il y a une partie de chemin public qui demande à faire déclasser de façon à ce que ça devienne sa propriété. Ce que je vous propose, c'est que nous fassions... Alors, je ne sais pas si on peut parler d'échange de terrain. Je crois qu'il y a 2 étapes. Tu nous les précises peut-être, s'il te plaît? Oui, disons que c'est plus simple de le voir sous un terme d'échange. Bien que sur la délibération, on parlera d'une aliénation et d'une acquisition, à titre gratuit, les deux, bien évidemment. Donc il s'agit vraiment d'un échange. Mais voilà, sur la délibération, on mentionnera les termes aliénation et acquisition, tout simplement. Sachant que, comme la demande émane du propriétaire, c'est lui qui va prendre à sa charge les frais de bornage. Voilà, donc est-ce que vous êtes, s'il n'y a pas de questions, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Je vous remercie. Ça permet de régulariser ici et là quelques éléments bien nécessaires. Merci. Oui, je suis passé donc... le dernier point, c'était l'échange... Enfin, le point précédent, c'était l'échange de chemin avec un administré. Le prochain point concerne la création d'un bail pour une salle à l'ancienne école privée et définition d'un loyer. C'est Pierre-Jean qui nous en parle. Merci.
Oui, on a eu une demande pour louer une des salles de l'ancienne école privée. Quand on est face à l'école privée, c'est la pièce la plus à gauche, par une tapissière qui exerce déjà, hein, ce n'est pas une création d'activité. Voilà, nous demandons de valider le projet d'un bail commercial dérogatoire dans cette salle et de fixer le montant du loyer à 160,80 €. Ça représente 134 € hors taxe, avec un dépôt de garantie qui correspond à un mois de loyer. Voilà. Combien de mètres carrés elle fait cette salle? Ça, j'en ai aucune idée. Rémi, vas-y. J'ai une question. Est-ce qu'elle est aux normes pour accepter quelque chose qui fait de la pâtisserie? C'est de la tapisserie d'ameublement. C'est l'ami de l'ameublement. Ah, ok. C'est pas les mêmes outils. Là, tu aurais voté pour, mais... On aurait préféré. Oui, non. Après, ouais. On ne connaît pas la taille du coup. Bon, Là, ça va. c'est carré, ouais, c'est celle qui est à côté. Pas de la salle couture. Oui, c'est à côté de la salle de Entre les couture. deux, c'est ça? Mais À c'est côté de la beaucoup salle plus de petit que couture. la salle de couture. Oui, c'est bien. Pas la moitié. Ah oui, 25, 30. c'est un loyer tout compris. C'est une salle qui est inutilisée depuis des années et nous n'avons pas d'autre choix que de faire un loyer tout compris puisqu'il n'y a pas de compteur divisionnaire ni pour l'eau ni l'électricité. Donc on va partir sur un bail dérogatoire d'un an, un an, un an. Et puis nous verrons par la suite si ça permet de faire venir une tapissière d'ameublement à demeure en Ajac, c'est que du bonheur. Donc c'est un bail de nom, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, qui est d'accord avec ces propositions? Je vous remercie. Ensuite, les décisions, les DIA, les fameuses DIA qu'on passe à chaque conseil. Si tu nous les présentes, Nicolas? Volontiers. D'accord. Merci. Comme le disait Monsieur le maire, ça fait un moment que vous n'êtes pas réunis, donc ça s'est un peu accumulé. Il y en a 4, j'en ai 4 à vous proposer cette fois-ci. La première concerne le 10 rue du Barriou. Je pense qu'on le voit à l'écran, vous êtes tous au courant. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. C'est pour les millions de spectateurs qui nous regardent. La seconde concerne un bien et pas mal de parcelles à Puech-d'Ozou, justement, on reste un peu dans le thème. La troisième concerne le 29 place du Faubourg. Et la quatrième, la 57 place du Faubourg. Je crois savoir que M. Laroussini est intéressé pour la troisième d'entre elles. Le 9. Vous avez les extraits sous les yeux. Si vous avez des questions, je peux peut-être vous répondre. Je peux donner quelques détails pour meubler. C'est bien de nous envoyer, comme tu l'as fait, de nous envoyer en amont les différents... Alors, c'est pas le lieu. J'ai pas toujours le temps de le faire. Ouais, j'avoue que c'est bien. Tu l'as fait et c'est Ouais. intéressant parce que on peut voter en connaissance de cause. Merci. Je comprends bien. Veuillez m'excuser à l'avance parce que ça risque de ne pas être le cas tous les fois. Bah, ça a toujours été fait alors. Oui, c'est pour ça. Continue. Oui, continue. C'est vrai que ça permet à chacun de visualiser un peu, de réfléchir à quelle peut être la position.
Moi, dans la logique de notre volonté d'installer des commerçants et artisans, je précise que le bien aux 29 places du Faubourg, c'est là où se situe aujourd'hui Action Habitat. Et moi, je vous propose de ne pas préempter, puisque l'acquéreur qui est là, il pourra nous le dire, a pour projet effectivement d'installer un commerce, je crois, sur ce lieu. Donc c'est pour moi une très bonne nouvelle. J'en parle. En fait, voilà, moi l'idée c'était tout d'abord de racheter un bien qui a appartenu il y a longtemps donc à mon arrière-grand-père. Donc il y a un côté sentimental. En effet, mais au-delà de ça, c'est vrai que voilà, la volonté, je pense, du conseil et moi personnellement, c'est d'installer un commerce à l'année. Et du coup, on va soutenir donc avec mon épouse l'installation de ce commerce pour faire un bail progressif de 4 ans en offrant la première année. Donc l'idée, c'est vraiment de l'installer et que ça dure. Voilà, c'était notre volonté. On va essayer de faire le maximum pour lui faire une cellule propre et correcte. Voilà. Vous avez identifié le type de commerce? Oui. Alors, on a une touche, enfin c'est quasiment signé même, ça sera certainement un salon de thé, café, mais librairie. Voilà, plutôt tourné, ouvert à tout le monde bien sûr, mais à l'anglaise. Voilà. D'accord, merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces bâtiments? Donc, pour l'ensemble de ces biens à la vente, je vous propose de ne pas préempter au niveau de la commune et de laisser, bien entendu, se faire ces acquisitions dans l'intérêt de chacun. Voilà, qui est d'accord pour ne pas préempter? Je vous remercie. Alors, le dernier point à l'ordre du jour concerne la dénomination de la base de pleine nature du Païsirou. Donc, vous connaissez tous, bien entendu, la base de loisirs. Si notre base de loisirs, puis maintenant le camping sont autant de preuves de professionnalisme, de rigueur, de dynamisme et d'enthousiasme des équipes, c'est grâce à son fondateur, au fondateur de l'association AGAG qui a œuvré pendant des années. Et je veux nommer par là M. Gérard Castella. Et nous souhaitons vivement, nous en avons déjà parlé entre nous, que son nom soit à jamais associé à ce lieu emblématique. Alors, j'avais demandé à la famille, bien entendu, leur point de vue et leur accord, ce que j'ai obtenu, et je voudrais vous lire la réponse que m'a fait Madame sa veuve, Madame Françoise Castella. Monsieur le maire, messieurs, mesdames les conseillers, mesdames, messieurs les conseillers, pardon, mes enfants et moi-même sommes extrêmement touchés par votre proposition de rendre hommage à l'implication de Gérard dans la création et le développement de l'association pour l'animation des gorges de l'Aveyron et d'Écosse, la GAG donc. Mais nous tenons à rappeler qu'il n'a pas fait ça tout seul. Au départ, en 1975, il a bénéficié alors du soutien de 3 communes engagées, Monteil, Najac, Laguépi, d'un projet de la Chambre de commerce de Toulouse, du soutien et l'implication du bureau de l'association, Franck Dominicelli, Pascal Lacombe, Joël Tournier, et actuellement de la solidité de l'équipe de permanents qui fait fonctionner à merveille cette structure. Il a impulsé, certes, mais il y a eu beaucoup de rencontres déterminantes. Monsieur et Madame Fagion et Jadas, Chambre de commerce de Toulouse, Messieurs Bouissière à Najac, Raveyrol à Monteil, Mercadier et Madame Vergne à Laguépi. Dans les communes, Monsieur Pi du CTR est venu apprendre à toute une équipe de novices à fabriquer des kayaks et à naviguer.
Nous espérons de tout cœur que cette structure associative continuera longtemps d'animer notre secteur, d'être créatrice d'emplois locaux et de contribuer à faire connaître notre région, ce qui a toujours été l'objectif de Gérard. Veuillez accepter nos très sincères salutations et profonds remerciements. Donc, signé Madame Françoise Castella et sa famille. Voilà donc la position favorable, bien entendu, de la famille. J'en suis très heureux. Et je vous demande donc de valider la nomination de la base de loisirs, pas de la GAG, hein. Nous n'allons pas changer le nom de l'association, ce n'est pas le but, nous n'en avons pas les pouvoirs, mais et ce n'est pas du tout l'objectif, mais de valider l'appellation base de loisirs Gérard Castella. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, qui est pour cette proposition? Voilà, je vous remercie pour cette unanimité qui est bien méritée. Et le dernier point concernant les dénominations concerne la place de la salle des fêtes. Rappelez-vous, lors d'un conseil au printemps, nous avions décidé de valider la vente de la maison située au 10, me semble-t-il, rue du Bourguet, qui appartenait à Madame Véry et dont elle avait fait don à la commune, je ne sais pas, mais m'a-t-on dit, vers les années 2005. J'ai pas eu le temps de chercher dans les archives pour voir la réalité de la précision de la date. Mais et lors de la vente, nous nous étions engagés à donner le nom d'une place, d'une rue ou d'une place appelée une rue, une place, place ou rue Suzette Véry. Il se trouve que nous avons ici, juste à côté, la place derrière le parking de la Poste, et donc sous la salle des fêtes, qui n'a pas d'appellation officielle. Et nous vous proposons donc de nommer la partie, non seulement la place, mais toute la descente également, depuis la rue La Pérade jusqu'au garage de la Poste, de nommer cet espace place Suzette Véry, sachant que Madame Véry, et nous le préciserons lorsque nous déposerons les plaques réglementaires, si vous êtes d'accord pour cette appellation, était une artiste qui officiait au Capitole à Toulouse et qui était bien entendu très attachée à Najac, mais je ne vous cache pas que nous avons peu de personnes qui aujourd'hui se souviennent de son existence, de son passé, de ce qu'elle a fait sur Najac. Mais la donation de sa maison est quelque chose de tellement important qu'il nous paraît essentiel de laisser son nom sur un lieu public, et voilà ce que nous vous proposons aujourd'hui. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions par rapport à ça? Donc, qui est d'accord pour l'appellation de cette place Suzette Véry? Je vous remercie. Alors, en complément de cette séance du Conseil, je vous propose, ce n'est pas inscrit à l'ordre du jour puisque c'est trop récent, mais je vous propose une motion que je vous ai portée à votre connaissance sur les tables là, concernant les transports scolaires. Je vous donne lecture de la motion et je donnerai quelques explications complémentaires si vous le souhaitez. En fin de semaine dernière, les lycéens sur la ligne de Villefranche et les collégiens sur la ligne de la Fouillade ont été informés par le chauffeur que l'arrêt de bus de la zone artisanale du Puech serait supprimé à compter de ce lundi 13 septembre et que les seuls arrêts possibles seraient ceux de Najac et la Fouillade. Dès que nous avons eu l'information, nous avons saisi les services de la région qui organisent ces transports scolaires pour leur faire part de notre étonnement et de notre mécontentement. Pourquoi une telle annonce quelques jours après la rentrée scolaire,
alors que personne n'a jamais été informé auparavant, ni les parents, ni la mairie d'un tel projet? Pourquoi une telle décision alors que cet arrêt existe depuis plus de 10 ans? Pourquoi cet arrêt ne serait-il subitement pas sécurisé ou non officiellement répertorié? Qui, du transporteur ou des services de transport à la région, a pris cette décision? À cette heure, nous n'avons pas de réponse à ces questions. Par contre, ces décisions mettent les familles dans une gêne absolue. Comment font les parents qui quittent leur domicile tôt le matin pour aller travailler avant le passage du bus? Faudra-t-il faire un convoi de voitures qui suit le bus puisque celui-ci passe devant la porte mais ne s'arrête pas? Est-ce ainsi que l'on construit l'avenir de nos enfants par des mesures arbitraires, pénalisantes et incompréhensibles? Les élus de Najac, réunis ce 13 septembre en conseil municipal, affirment leur soutien total aux familles et demandent le maintien de cet arrêt pour les lignes des lycées et collèges et demandent aux services de la région une réunion d'urgence afin de régler ce problème. Voilà. Je vous informe que tout aujourd'hui, j'ai essayé de joindre d'une part les services de la région. J'ai quand même réussi cet après-midi. J'ai eu d'abord le transporteur qui me dit que c'est pas lui, mais quand j'y demande de rétablir l'arrêt, il me dit qu'il n'en est pas question, qu'il écoutera ce que dit la région. Et la région, à mon grand étonnement, l'interlocutrice que j'ai eue, elle me dit que cet arrêt n'existe pas. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Ça fait 10 ans que cet arrêt existe et ce type de décision est totalement incompréhensible, comme on le dit dans le texte. À quelques jours après la rentrée, personne n'a été informé. Ils annoncent ça pour du jour au lendemain. C'est vraiment incompréhensible. Voilà. Donc, j'ajoute que ce matin, puisque le bus ne devait pas s'arrêter, nous avons, à quelques élus, été sur place. Et nous, à 6h30, le bus pour le lycée et à 8h30, le bus du collège, nous l'avons arrêté. Nous avons fait monter les enfants qui sont partis donc avec le bus depuis l'arrêt de la zone du Puech. Nous allons continuer demain. J'invite tous ceux qui veulent à venir, 6h30, 8h30. Et nous comptons bien pouvoir avoir une discussion avec les services concernés pour régler cette situation. Je répète, une famille surtout est dans l'embarras puisque les deux parents partent très tôt le matin avant le passage du bus. Donc comment faire? Les familles demandent, ses parents demandent qu'est-ce que je fais? J'arrête de bosser ou je déscolarise les enfants? C'est vraiment pas une solution. Voilà, donc nous en sommes là. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous demande qui est pour l'approbation de la motion présentée. Je vous remercie. Ensuite, je voudrais donner quelques informations. Très rapidement, parler de l'état d'avancement du groupe de travail relatif au devenir du site de Mergieux. Nous avons lancé dans les mois de juin et juillet, au départ jusqu'au 31 août, un AMI, un appel à manifestation d'intérêt. Le groupe de travail réuni début septembre a décidé de prolonger cet AMI, la date limite de cet AMI au 18 septembre. Donc il est toujours en cours. Pour l'instant, nous avons 8 projets qui ont été reçus et qui vont être à l'étude du groupe de travail suivant un cahier
comment dirais-je, de charge. Une grille d'évaluation. Voilà, merci. Suivant une grille d'évaluation qui a été établie par le groupe de travail. Et une prochaine réunion de ce groupe est prévue le 27 septembre, puis ensuite le 6 octobre. Donc ça suit son cheminement. Mais je voudrais les donner l'information que je ne sais pas que deviendra le site de Mergieux, mais je suis confiant de voir que, au regard des propositions que nous avons, ce site aura un avenir, j'en suis persuadé. Je voulais donner une autre information aussi concernant le plan local d'urbanisme. Il y a une grande réflexion sur la révision du PLUI, du plan local d'urbanisme intercommunal, qui est... alors, pour l'instant, nous avons un plan d'urbanisme communal au niveau de Najac, qui est en révision, dont la révision commence pour aboutir à un plan local d'urbanisme intercommunal, un PLUI, donc au niveau de la communauté de communes. Déjà au niveau des élus, une réunion de travail a été faite avec les services de la communauté de communes et le cabinet qui s'occupe de la remise en forme de ce plan. Et il y a une réunion publique demain, mardi 14 à 18h30 à Saint-Vincent. Et j'invite tous qui veulent connaître déjà le fonctionnement et les pistes de réflexion qui vont être amenées au travers de ce plan à venir à cette réunion publique à 18h30 à Saint-Vincent, sachant que nous aurons à mener des réunions plus spécifiques avec les habitants par secteur. Notre souhait vraiment, c'est que chacun puisse donner son point de vue sur la définition des parcelles, sur la définition des zones. C'est un gros travail qui nous attend. En gros, d'ici, nous avons un an pour mener ça, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Je voulais surtout en faire état au profit de cette réunion qui se tient demain sur Saint-Vincent. Voilà, donc je vous remercie de votre participation et je clôture cette séance du conseil municipal. Merci à tous et à toutes. Merci encore à ceux que personne ne voit mais qui sont là fidèles chaque fois pour filmer et reproduire nos débats. Et au mois prochain, puisque nous avons programmé une prochaine réunion du conseil municipal le 18 octobre, si je ne me trompe. Voilà. Merci à tous, bonne soirée. Je n'avais pas noté la date.